Non mais, en vrai ça devrait être cool d'être député En Marche. Non mais, ok, de temps en temps il faut appuyer sur un bouton. Mais sinon, tu peux aller dans l'hémicycle, mais t'es pas obligé. Tu peux déposer des amendements, mais t'es pas obligé. Tu peux connaître le principe de séparation des pouvoirs, mais t'es pas obligé non plus. Non mais je veux dire, pense-y quand même, pense-y. Bon, aujourd'hui on va pas parler remaniement. Et pour cause, alors on tourne, seule Elisabeth Borne a été nommée Première ministre. Mais si, Elisabeth Borne, vous savez, la gauchiste là qui a ouvert la SNCF à la concurrence et qui a rogné sur les indemnités d'1 million de chômeurs. Bon, en tout cas, nous on n'a pas le reste du casting, mais vous inquiétez pas, on y reviendra bien assez vite. Ne serait-ce que pour fêter certains départs. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est de comprendre le rapport qu'entretient le macronisme avec le Parlement. Puisque bon, les législatives, l'enjeu pour Macron, c'est bien ça, de renouveler sa majorité pour être tranquille. Mais ça n'a rien d'évident ça, le fait que le pouvoir législatif ne serve que de chambre d'enregistrement des désirs du pouvoir exécutif. Si on applique le strict principe de séparation des pouvoirs, qui est censé être une condition de la démocratie et éviter l'arbitraire, c'est bien de le rappeler, normalement le législatif est un pouvoir distinct. Alors, sous la Ve République, et surtout depuis le quinquennat, le pouvoir législatif est devenu un supplétif du gouvernement. Et Macron a poussé le régime jusqu'à la caricature. Monsieur le Premier ministre, c'est un sale temps pour le président de la République et la majorité de Playmobil. Alors pourquoi tant de critiques ? Eh bien d'abord rappelons que la majorité que Macron a obtenue en 2017 était à 75% constituée de primo-députés. Cet amateurisme s'est vu rapidement. Dès le premier jour de législature, ils ont oublié de voter, ce qui a énervé passablement François de Rugy. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà. Vous n'avez pas eu le temps d'appuyer sur le bouton. Et un mois plus tard, trop inattentifs, ils ont voté contre leur propre amendement. Qui vote pour? Qui vote contre? Alors, l'article est rejeté. Ils ont voté. Chers collègues, quand je mets au vote un amendement, c'est un amendement. Quand je mets au vote un article, c'est un article. Bon, après là, il faut les comprendre. La France Insoumise s'était prononcée pour le dit amendement et on leur a dit, quand l'opposition de gauche est pour, t'es contre, tu cherches pas. Bon, bah les gars ont appliqué la consigne et ils sont quand même fait pourrir la tronche derrière. Bon, c'est pas très sympa. Évidemment, on se moque, mais ça arrange Macron, cet amateurisme. Ces députés-là lui doivent tout et n'ont pas de carrière politique propre à défendre. De plus, 60% étaient des cadres, souvent du privé, qui ont eu une conception managériale de leur mandat, et c'est ce que voulait Macron. Aucun risque pour lui d'avoir des profils qui tenteraient de peser sur la ligne, type frondeur sous François Hollande. Macron veut une majorité obéissante, et l'opposition n'est pas la seule à le dire, comme ici l'ancienne députée LREM, Frédérique Dumas. C'était pas le Parlement qui fait la loi, on le sait maintenant, quoi. C'est les projets de loi, donc c'est le gouvernement. Proposition de loi, c'est une fois par an pour chaque groupe, donc effectivement la loi est faite par le gouvernement. Et Frédérique Dumas, les stats lui donnent raison. D'un point de vue législatif, on distingue les propositions de loi, qui viennent des parlementaires, des projets de loi, rédigés et proposés par le gouvernement. L'Assemblée, entre 2017 et 2022, a adopté 240 projets de loi, venant du gouvernement donc, et seulement 81 propositions de loi qui viennent de l'Assemblée et 33 qui sont venues du Sénat. Toutefois, ce ratio est classique sous la Ve République. Mais ça ne suffit pas à Macron. Il ne faudrait pas non plus que le temps de parole et de débat soit trop long. Alors il y a les ordonnances. Ce dispositif, prévu dans la Constitution, permet au gouvernement d'adopter des mesures et de les appliquer directement avant discussion à la Chambre. L'Assemblée les ratifie ensuite, mais a posteriori. Bref, c'est une façon pour le gouvernement de légiférer rapidement. Or, Macron a passé 325 ordonnances en 5 ans, 6 par mois en moyenne, battant le précédent recordman François Hollande et ses 273 ordonnances. À titre de comparaison, Giscard, en 7 ans, en avait passé seulement 17 entre 74 et 81. Et puis, quand la discussion traîne trop, il y a toujours le 49.3, comme ici avec les retraites. Vous savez, monsieur le député, que le 49.3, c'est vrai, parfois, est utilisé comme un instrument qui permet de faire passer un texte lorsque sa propre majorité pourrait être regardée comme relative ou fragile. Alors là, c'est particulier, parce que l'esprit du 49.3 dans la Constitution, c'est de permettre à un gouvernement avec une majorité étroite ou pas disciplinée de passer en force un texte. C'est une arme du gouvernement contre la majorité. Or ici, Édouard Philippe avait une majorité écrasante et loyale, qui allait sans nul doute finir par adopter le texte, et il a quand même utilisé le 49.3. Pourquoi ? Eh bien parce que l'opposition faisait traîner les débats. Et ce, alors que l'Assemblée a en 2019, sous l'impulsion du président Richard Ferrand, adopté une réforme qui réduit le temps de parole de tous les députés. Une réforme par ailleurs controversée. Une twitterisation du débat de plus en plus, de la pensée courte.
Il faut aller vite, il faut réduire les choses. Si là, honnêtement, vous passez l'article 8... Ça Pardon ? suffit. C'est depuis novembre que les discussions sont en cours. Très bien, et bien si ça suffit, Monsieur le Président, je vous souhaite bonne nuit. Macron, c'est l'efficacité au détriment de la délibération démocratique. Et enfin, n'oublions pas que le président a dirigé le pays pendant la pandémie en s'appuyant non pas sur l'Assemblée, mais sur un conseil de défense non élu et opaque dans ses discussions. L'Assemblée nationale a, durant la pandémie, été consultée essentiellement pour proroger les lois d'état d'urgence. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux. Elles ont permis ensuite de gouverner par décret, c'est-à-dire des décisions prises par le Premier ministre et qui s'appliquent directement. Et là encore, ce n'est pas par peur du blocage, parce qu'avec 356 députés dans sa majorité, Macron n'aurait pris aucun risque à discuter des textes, si ce n'est celui que ça n'aille pas assez vite à son goût. Bref, l'enjeu derrière les législatives, c'est aussi ça. Veut-on que Macron ait les mains libres pendant 5 ans ? Veut-on remettre l'Assemblée au centre des institutions et du jeu démocratique ? Ou veut-on que l'Assemblée reste un simple outil de validation des desiderata du président ? C'est à vous de voir, et ce sont les 12 et 19 juin que ça va se jouer. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé et que vous aussi vous n'êtes pas fan d'ordonnances, de décrets d'état d'urgence, eh bien n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner à l'UMA. En attendant, nous on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle chronique. Allez, salut!